Et bienvenue ici aujourd'hui dans cette nouvelle causerie. Vous savez, nous avons engagé une série de causeries avec mon épouse sur des faits de vie, que ce soit en finance, comment réaliser le rêve, la productivité, tout ce qui nous aide, tous les sujets qui nous aident à être plus efficaces dans la réalisation de nos objectifs, à être plus efficaces dans la poursuite de notre succès. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème particulier, comment réaliser, aborder et réaliser les rêves ou les objectifs qui paraissent impossibles. Je t'invite à rester connecté, à prendre des notes, à laisser en commentaire quels sont tes avis, quelles sont tes questions, quels sont les sujets sur lesquels tu aimerais que nous discutions plus tard. Comment est-ce que tu penses que nous puissions améliorer ce concept? Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te vois de l'autre côté. Globalement, il s'agit aujourd'hui de discuter sur comment aborder et comment réussir à réaliser des buts impossibles. Ça veut dire des buts et des objectifs qui paraissent impossibles. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes se trouvent face à ce type de difficultés. Des gens ont des rêves, des gens ont des projets, des gens ont des désirs dans le cœur. Mais ces désirs finissent par mourir parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on fait pour réaliser un projet qui paraît impossible. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser un projet qui paraît hors de notre portée? Comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, envoyer la prochaine fusée sur la première fusée du Cameroun vers la Lune? C'est un projet qui paraît impossible. Comment on fait pour comment on fait pour réaliser un rêve du type je vais lancer le premier satellite camerounais dans l'espace, ou je vais lancer le premier satellite ivoirien ou togolais ou burkinabé sur l'espace. Apparemment, par rapport à la condition de nos pays, ça paraît comme impossible, n'est-ce pas? Un peu comme Elon Musk quand il a dit que, quand il a engagé le projet des voitures électriques, et les gens ont dit que, mais mon ami, un particulier, tu vas faire comment? D'abord, ça paraissait impossible d'avoir des cars électriques à ce moment parce que beaucoup de grandes compagnies, comme les General Motors, avaient échoué. Et lui, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il était peut-être milliardaire, mais il n'avait pas assez d'argent pour soutenir un projet comme celui-là. Comment il allait faire pour compétir contre General Motors, Chevrolet et toutes ces grandes compagnies, les Toyota? Les gens disaient que tu es fou. Mais il a réalisé ce qui paraît impossible. Beaucoup de gens que nous admirons aujourd'hui sont des personnes qui ont réalisé les rêves impossibles. Mais je crois que, et le but de cette discussion aussi, c'est que nous croyons qu'il y a des choses qu'on peut faire. Ils n'ont pas 4 têtes, ils n'ont pas 4 mains, ils n'ont pas 6 paires de pieds. Ils ont forcément, consciemment ou inconsciemment, suivi un processus qui leur a permis de réaliser des choses extraordinaires. Comment est-ce que quelqu'un comme Zuckerberg a pu réaliser le géant Facebook aujourd'hui? Comment est-ce que quelqu'un comme... Et on ne parle pas seulement dans le domaine des affaires. Comment est-ce que Nelson Mandela a pu réaliser un rêve impossible? Parce que le fardeau de Nelson Mandela aussi, c'était un truc impossible. Comment abolir l'apartheid? Comment? Oui. Mais c'est fini un jour. Mais au départ, c'est comme un rêve. Comment Dr. Martin Luther King a réussi avec les personnalités comme les Rosa Parks. Rosa Parks a fait en sorte que la condition des Noirs change aux États-Unis. Ça paraissait impossible. Donc ce n'est pas seulement dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a beaucoup de choses dans nos esprits qu'on aimerait réaliser qui paraissent impossibles au départ. D'accord? Il ne s'agit pas seulement, quand on parle des rêves impossibles, de parler des rêves de business. Mahatma Gandhi, l'injustice en Inde, qui a fait la grève de la faim, ça paraissait impossible jusqu'à ce que ça se réalise. Je crois que c'est Nelson Mandela a dit que tout rêve paraît impossible jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Comment réaliser les rêves impossibles? Comment réaliser les objectifs impossibles? Ça, c'est une grande question. Très grande question. Et ça vient même encore de ton projet. On ne va pas parler de ce projet ici, mais du projet que tu as qui paraît impossible. Wow. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que nous tous ici, là,
on serait intéressé à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les principes qu'on peut mettre, qu'on peut utiliser, quelle est la sagesse qui a déjà été utilisée par d'autres personnes que nous aussi on peut exploiter, qui peut nous permettre de réaliser des choses impossibles. Si nous n'arrivons pas à réaliser des choses impossibles, ça veut dire que nous n'allons jamais réaliser notre rêve. Et si nous n'arrivons jamais à réaliser notre rêve, ça veut dire que nous serons un peu frustrés dans la vie. Beaucoup d'entre nous, même ceux qui disent que oh, non, moi je veux seulement vivre ma vie. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, je veux les choses simples. En fait, beaucoup de ces personnes qui disent qu'elles veulent les choses simples, c'est parce qu'elles ont un rêve et elles ont jugé en fonction de leur position, en fonction de leurs ressources, en fonction de leurs relations, en fonction du pays dans lequel elles vivent. Elles ont dit que ça en vaut pas la peine. Oui, voilà, la famille d'où elles sortent, comme tu dis. Et les gens finalement disent que pourquoi, à quoi bon penser à quelque chose dont tu n'as pas la capacité. Mais, d'un autre côté, si on ne rêve pas, on ne réalisera jamais de quelque chose de grand. Et le monde a évolué aujourd'hui. Et beaucoup de ces grandes inventions sont le fruit des rêves. Ce smartphone, c'est le fruit d'un rêve. Les laptops, les voitures, c'est le fruit des rêves. Quand Henry Ford commençait à produire les voitures qu'il allait vendre au grand public, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Donc, moi, je pense que c'est important. Pas seulement parce que toi, tu as ce grand projet qu'on ne peut pas parler ici, mais moi, j'ai des projets, tout le monde a des projets. Et on ne sait pas comment on fait. On commence où? On fait quoi? Est-ce que c'est même possible? Est-ce que les gens comme nous peuvent réaliser ce genre de choses? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas, je voulais d'abord que tu nous donnes un peu ton avis, avant que, ou peut-être tes difficultés, ou tes questions, avant qu'on ne continue. Ben, en fait, je vois que cette discussion est vraiment très, très, très importante parce que, en fait, avant qu'on ne commence ce débat, j'ai voulu vraiment qu'on parle de ça parce que, en fait, j'avais moi-même ces difficultés parce que j'ai vraiment des idées, mais je ne sais pas comment ça va se faire pour que ces idées se concrétisent. Donc, en fait, quand on a sur un projet, on se dit que c'est impossible lorsqu'on voit l'ampleur du projet. Bon, moi, ça a été mon problème. Et lorsque toi, tu m'as montré tout ce que ça implique, je n'étais pas parlé, mais ça m'a frustré. Je suis resté calme, je ne parlais plus. J'ai dit dans mon cœur que je vais prendre tout ça, mettre dans mon placard, je vais garder. Je ne fais plus sortir ce projet, c'est bon, c'est tout. Quand je voyais l'ampleur, ça m'a cassé. Mais tu ne le fais pas seulement, tu me montrais seulement les implications. Mais moi, le coût. Donc, j'ai dit que je suis qui? Tout ça, ce sont des trucs gigantesques en fait même. Gigantesques. Je vais commencer comment? Même si j'amène des... Pour que les gens financent, c'est pas un petit truc, c'est pas l'étude de 100 millions, de 200 millions, même pas de milliards, d'1 milliard, 2 milliards. Mais je dis que, mais si on commence comment? Quand tu m'as montré tout le coût et tout, j'ai fait le projet, mais je ne connaissais pas le coût. Donc c'est toi qui m'as montré tous les coûts, tout ce que ça implique. Tu ne fais pas ça pour me casser, mais dans mon cœur, ça m'a vraiment... Et je vois que cette discussion est importante parce que je vois que quand effectivement, quelqu'un conçoit un projet et après on lui dit c'est combien ça coûte, il y a beaucoup de gens qui mettent ça dans le placard. Un peu comme ce que j'ai fait dans mon placard. Mon placard, c'est mon cœur. J'ai mis ça de côté, que je ne travaille même plus dessus. C'est bon. Quelqu'un d'autre va découvrir ce projet, quelqu'un d'autre aura cette idée. C'est lui qui va... Je trouve que c'est important. Donc, c'est après quand tu nous as enseigné des mains, tu nous as parlé un peu des rêves impossibles. Je peux dire, tu as enseigné aux enfants que le rêve est possible, même si un enfant veut devenir ses président ou quoi, ce rêve est possible. Donc, ça m'a boosté. J'ai dit que, mais en fait, je fais d'abord ce que je peux faire moi-même d'abord. Et après, Dieu ou quelqu'un d'autre, comme tu dis souvent, tu fais d'abord, au fur et à mesure que tu avances, les chemins vont s'ouvrir. Moi, je me suis dit que je fais d'abord, et par rapport à ce que ton message, par rapport à ton message, ça m'a beaucoup... par rapport à booster, oui, ça m'a beaucoup boosté. J'ai dit que non, je commence d'abord. Faut pas qu'on se décourage, qu'on ferme d'abord. On dit d'abord que non, on prend le livre, on ferme, on jette ça dans le placard, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même commencé. C'est après quand tu m'as parlé, tu m'as même dit comment d'autres pour commencer n'avaient rien. Tu m'as même dit comment même celle, tu m'as pris l'exemple de celle qui a Canva, ça. C'est que c'est une institution. C'est que, elle a fait comment pour réaliser ce grand projet. Donc tu m'as pris beaucoup d'exemples de beaucoup de personnes
qui n'était même pas dans le domaine, en fait. Parce que même ce que je veux faire là, je ne suis pas trop dans le domaine, mais j'ai vraiment les grandes idées. Mais j'ai dit que, mais si elles ont pu faire, ça veut dire que moi aussi je peux faire. Même si je n'ai pas l'argent, c'est elles-mêmes aussi. Moi, je parie qu'une injustice, sûrement, elle n'avait pas assez de moyens pour ce qu'elle a accompli aujourd'hui. Elle n'a pas de moyens. Mais sûrement, les portes sont ouvertes à elle. Comment. Donc, quand tu as parlé, tu as dit qu'il faut toujours rêver grand. Tu fais d'abord ce que tu peux faire. Tu avances doucement, doucement, doucement. Je crois que ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup boosté. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on parle, on débat, on parle dessus parce que moi, je crois que ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider les gens. Ces buissons ont beaucoup aidé les gens les gens qui étaient comme un peu découragés par les projets. Ça va beaucoup les aider. Ok, globalement, c'est un gros sujet. C'est une grosse demande, beaucoup de personnes. Sinon, tout le monde. Nous tous, on a des rêves. Mais nous tous, on ne sait pas comment commencer. Même ceux qui sont en haut, qui sont grands, là, ils ont toujours encore des rêves plus grands. Voilà. Vraiment, ça, c'est vraiment un grand... Maintenant, la première chose que moi, j'aime toujours dire, c'est que il y a quelque chose, quand on était enfant, qu'on a cassé, qui fait en sorte que aujourd'hui, lorsque tu deviens grand, on a tendance à, entre parenthèses, devenir très réaliste. Quand l'enfant qui est en nous, qui sommeille en nous, veut recommencer à rêver, on a tendance à ramener cet enfant à la réalité. Parce que très souvent, quand on était petit, lorsqu'on avait des rêves, que ce soit nos parents, que ce soit les personnes, des aînés, ils avaient tendance à nous faire comprendre qu'il faut oublier ce genre d'histoire. Les gens comme nous, on ne réalise pas ça. Les gens comme nous, on ne fait pas ce genre de choses. Va à l'école et oublie le reste. On t'a dit que cette histoire, c'est pour nous. Je me souviens, je ne vais jamais oublier ça. Quand on jouait au football, il y avait mon voisin, c'est-à-dire peut-être 4 ou 5 maisons après nous, il y avait un de nos voisins qui était au centre de formation avec moi. Nous, j'étais junior 2, lui était à junior 1. Après, il allait à la KSA, après il allait au Havre et à la Sampdoria. Il a même joué à l'équipe A'. Et quand je partais souvent au foot, je partais au centre de formation, mon père grondait. Pour lui, ça n'avait aucun sens. Ce n'était pas un rêve. C'est quel rêve de devenir footballeur? C'est une histoire de quoi? Et mon père est parti voir le responsable du centre de formation, ceux qui sont à Douala, qui connaissaient l'ancien centre de formation qu'on appelle Sao Paulo. Il est parti le voir. Le coach s'appelait M. Mbila. Voilà. Il allait le voir, il lui a dit qu'il ne veut plus me voir là-bas. Il a menacé. C'est comme ça que j'ai quitté le centre de formation. Mais ce qui se passe, c'est que peut-être 3-4 ans plus tard, quand notre voisin là était finalement parti au Havre, du Havre, il allait à la Sampdoria, il a signé son premier contrat professionnel et il rentre avec une BMW rouge, cuir rouge et tout. Il passe donc devant notre maison. Je vois mon père me demande après que celui-là, il fait quoi? Je dis que mais il joue au foot. Il dit c'est le foot là qui lui dit il dit que c'est les affaires qu'on tape les petits pieds qui lui donnent ça. Je lui ai dit oui. Et j'ai senti dans sa façon de prendre, dans son air que, hey, non, c'est quelle erreur j'ai faite comme ça parce qu'il a compris que c'est lui aussi qui m'a empêché de continuer dans cette histoire. Donc, pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est pour dire que très souvent, nous grandissons dans des environnements où on nous apprend consciemment ou inconsciemment, pas parce que les gens nous détestent, pas parce que nos parents nous détestent, ils nous apprennent à être réalistes. Et quand nous grandissons, de temps en temps, l'enfant en nous veut rêver. Parce que on a toujours cette tendance à rêver. Mais l'école, la culture, l'éducation, l'environnement fait en sorte que nous avons tendance à revenir à la réalité. Comment? Lorsque c'est un rêve impossible, tu dis que mais je veux commencer à réaliser ça comment? Je connais qui? J'ai quel argent? Non, mettons ça de côté. Faisons ce que j'ai à faire. Je m'en vais chercher mon petit boulot. C'est ça que je peux maîtriser là maintenant. Oui. C'est ça que je peux faire là maintenant. Vraiment, il faut que... Donc, il y a d'abord, premièrement, il y a d'abord l'audace même de rêver. Beaucoup n'ont plus l'audace de rêver. Or, que ce soit les Elon Musk, que ce soit les Dangote, que ce soit les Dampoulou, que ce soit tous ces richissimes africains ou les richissimes du monde, ou les personnes qui ont réalisé des grandes choses, qui ont changé l'Afrique, comme Desmond Tutu, Nelson Mandela, Steve Biko, et toutes ces Kwame Nkrumah, là, ce sont des personnes qui ont rêvé.
Tu peux imaginer quand Kwame Nkrumah à l'époque pensait à l'Afrique, ou quand les Nelson Mandela, c'était comme impossible. Comment tu peux imaginer que le système d'apartheid allait finir en Afrique du Sud? C'était même pas quelque chose de possible. Mais rien ne peut commencer pour moi si on ne revient pas à cette mentalité de l'enfant là qui nous donne le courage de rêver. Il faut qu'on se donne le courage de rêver. Quelqu'un a dit un jour que les rêves sont gratuits, mon frère. Ça au moins, ça ne coûte pas. Ça peut te coûter pour réaliser le rêve, mais pour rêver, ça ne te coûte rien. Si même rêver, tu ne peux pas rêver alors qu'il est gratuit, alors tu ne peux rien accomplir de significatif. Aujourd'hui, on se plaint de l'Afrique, on se plaint du retard de l'Afrique, on se plaint du retard des Noirs dans le monde. Mais parce que le Noir aussi, pour moi, par exemple, avec l'esclavage, on est passé par l'esclavage et tout. Toutes ces choses ont détruit le rêve dans le Noir. Ça, c'est mon analyse. Ça dit que ce n'est pas qu'on n'a pas les capacités, mais c'est que notre histoire a fait en sorte que rapidement le Noir, on a détruit en lui la capacité de rêver. Parce que quand tu fais 2, 3, 4, 5, 6 générations d'esclavage, non, tu n'as plus le droit de rêver. Et rêver aussi d'esclavage, parce que l'esclavage, c'est pas seulement dans même la colonie, c'est une sorte aussi d'esclavage. La colonie, la donc, colonisation. Donc, on nous a rendu inférieurs, donc inconsciemment, comme tu dis là, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Donc, tu vois, je dis que on arrive même, parce que quand on dit aujourd'hui comment réaliser les rêves impossibles, il y a d'autres qui ne veulent même pas penser à ça. Quand tu dis ce genre de choses, lui, il scroll, il zappe, parce qu'il dit que rêver les qui, moi je suis qui, parce qu'on ne peut même plus rêver. Or, ça commence par l'audace. Aujourd'hui, rêver, c'est un courage, parce que tout le monde veut te ramener à la réalité. Pour rêver, il faut être courageux. Là, c'est la première chose que je veux dire. Et si tu ne crois pas, tu n'as pas l'audace de rêver, tu ne pourras jamais croire à un rêve. Il faut avoir l'audace de rêver premièrement. Et il faut croire que c'est difficile, c'est vrai. Il ne faut pas dénier la vérité ou la réalité des choses. Si je dis maintenant que moi, je veux lancer le premier satellite camerounais dans l'espace, dans ma condition, je ne suis pas encore milliardaire. Là où je suis pas encore milliardaire. C'est un rêve qui paraît impossible. Il ne faut pas dénier la réalité, que c'est difficile. Mais il ne faut pas aussi faire plus qu'il n'en est. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a une nuance. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est compliqué, mais c'est faisable. Et moi, par exemple, tous ceux qui me connaissent, je suis comme ça. Si les autres ont réussi à faire l'impossible, je peux faire l'impossible. Ta mentalité. Si les autres ont réussi à faire l'impossible, les Camerounais, les Africains et les gens de cette génération dans le monde, nous pouvons faire l'impossible. Donc moi, je pense que c'est d'abord les deux premières conditions. Oser rêver et oser croire en son rêve. Reconnaître que un rêve impossible, un rêve impressionnant, un rêve qui est très 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 loin, au-delà de tes cordes, c'est un rêve qui paraît impossible, qui est difficile, mais qui n'est pas impossible. C'est ça qu'on appelle un rêve. Voilà. La particularité d'un rêve, comme tu dis. Le rêve n'est jamais facile. Voilà. Le rêve, c'est pour ça que des fois quand tu parles, quand tu racontes quelque chose à quelqu'un qui n'est pas impossible, il dit ah c'est ça, rêve bien. Papa, tu rêves hein, mon frère, tu rêves. C'est pour dire que comme tu dis, la particularité d'un rêve, c'est que c'est quelque chose qui paraît impossible. C'est comme on dit en français, trop beau pour être vrai. Mais ce n'est pas trop beau pour être vrai. Ce n'est pas impossible. C'est trop beau et c'est possible que ça devienne une réalité en fait. Maintenant, moi il y a toujours un principe que j'aime. Parce que moi, je finis par me rendre compte que c'est un principe qui gouverne la vie. Le principe de la semence et la moisson, le principe de l'action et la réaction, le principe de donner et recevoir. Je crois que l'univers étant tel que tu l'observes, lorsque tu lis les livres de développement personnel, de psychologie, tu lis les biographies, tu lis le livre de la loi, la Bible, tu te rends compte qu'il y a un fil conducteur derrière, il y a un principe derrière. Il y a des choses que ceux qui ont réussi ont compris consciemment ou inconsciemment qui nous guident aujourd'hui, nous qui voulons nous lancer dans la voie de réaliser les rêves ou les buts impossibles.
il y a le principe du cultivateur. Le cultivateur, au départ, veut une grande moisson. Mais la grande moisson, il ne l'a pas. Il ne panique pas. Qu'est-ce que je veux dire? Le cultivateur, à la base, dit peut-être, je veux 50 tonnes de récolte de maïs. Un exemple. Ça, c'est ton désir. Mais ce qui me marque souvent avec le cultivateur, c'est que le cultivateur n'est jamais impressionné par la récolte. Ça veut dire que la récolte qu'il désire ne l'impressionne pas. Parce qu'il connaît le principe pour y arriver. Oui, c'est vrai. Il n'est jamais impressionné. Parce que l'agriculture est telle que lorsque tu découvres les bonnes semences, tu peux utiliser les bonnes semences pour avoir ce que tu désires. Maintenant, regarde bien, regarde bien. Lorsque tu compares la semence à la récolte, c'est insignifiant. Ça veut dire que lorsque tu prends une main de grains de maïs, tu ne peux pas savoir que ça peut te faire un champ. Si tu n'as jamais fait l'agriculture, tu n'as jamais cultivé, tu n'as jamais été quelque part où on cultive, tu ne peux jamais savoir qu'une main de maïs peut me faire un champ plein d'épis de maïs. Tu ne peux jamais savoir qu'une main de maïs peut me donner autant de sacs de maïs que je ne puisse imaginer. Nous, on voit ça aujourd'hui, regarde, c'est naturel parce qu'on connaît l'agriculture, parce qu'on a déjà vu comment ça se passe et nous-mêmes on a cultivé et on cultive. Mais imagine que tu ne maîtrisais pas ça et que quelqu'un prenne une boîte peut-être de 250 grammes et il mette des grains de maïs là, et il te dit avec ça, je vais avoir 10 hectares de maïs. Tu vas dire, oh mon ami, tu es fou quoi. Comment ça peut te produire un champ de 5 hectares ou de 2 hectares de maïs? Tu comment? Tu vas commencer à discuter avec lui, tu vas dire que mais mon ami, tu parles de quoi? Un petit truc comme ça. Mais c'est une leçon de vie. Et la leçon de vie que moi je tire de cette histoire, c'est quoi? Quel que soit le désir que tu as, quel que soit le rêve que tu as, quel que soit le but qui paraît impossible que tu as en ta possession en ce moment quelque chose d'insignifiant sous forme de semence que tu peux utiliser pour avoir la récolte que tu désires. Nous avons toujours la semence est petite. Nous avons, c'est vrai ce que je dis, nous avons toujours la semence est petite, c'est ça que nous négligeons. Et petite et insignifiante. Et la semence là, c'est souvent l'idée. Parce que quand tu as l'idée, tu n'as rien en ta possession. Tu n'as souvent rien. Comme ce que j'ai là, rien. Parfois, tu ne connais pas par où commencer. Ce que je dis là, c'est très vrai. Parce que la semence est toujours très petite. C'est vraiment vrai. Donc, le cultivateur ne panique pas. Il sait que la petite boîte de maïs, la boîte de 300 grammes de graines de maïs, il sait qu'avec ça, parce qu'il connaît la technique, il connaît le principe, il dit que ne vous inquiétez pas, on aura les 5 hectares ou on aura les 2 hectares, je ne sais pas combien d'hectares ça peut faire, ou combien d'espace, sur combien d'espace on peut avoir le maïs. Lui, il ne panique pas. Il ne panique pas parce qu'il sait qu'il a la semence. Et il y a un principe qui sort de cette image du cultivateur, qui est un principe de vie que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est que quelle que soit la grandeur de ton rêve, il existe des semences à ta portée qui sont tellement insignifiantes comme un grain de maïs. Parce que regarde, quand tu prends le grain de maïs et tu regardes la tige de maïs, je ne sais pas, la tige de maïs peut avoir peut-être 3-4 gros épis de maïs. Tu ne peux pas savoir que la graine-ci peut produire ça. Tu ne peux pas savoir. Beaucoup de grains, hein? Mais tu ne peux pas savoir qu'en mettant la graine-ci, ça va même produire une tige qui va produire 2, 3, 4 gros épis de maïs que je pourrais peut-être vendre ou quoi. Tu ne peux pas savoir si tu ne connais pas le principe. Ça paraît naturel parce qu'on est né dans l'agriculture, on a vu nos parents cultiver, on sait comment ça se passe. Mais si tu ne sais pas et que quelqu'un te montre, il te pose 3 gros épis ou 4 gros épis de maïs et il te montre une graine et il te dit que c'est la graine-ci qui a donné ça, tu vas lui dire que tu as fait ça comment? Tu vas discuter. Mais attends, tu vas discuter sérieusement avec lui. Donc, quelle que soit la grandeur, le caractère impressionnant et impossible de notre rêve, il y a dans notre environnement, à notre disposition, en notre possession, une petite graine comme ça. Quelque chose d'insignifiant. Insignifiant à nos yeux, que si nous savons comment utiliser, nous allons arriver de l'autre côté. Personne
n'a jamais réalisé quelque chose d'impossible avec tout ce qu'il a besoin au départ. Ça n'existe pas. C'est vrai. Je dis ça n'existe pas. Par exemple, toi, tu as l'idée. Ouais. Tu as l'idée et beaucoup de personnes ont les idées. Oui, c'est vrai. Mais ils sont à l'idée et ils ne font rien. Parce qu'ils ont eu l'idée. Ouais. Mais l'idée est tellement impressionnante en fait. C'est l'idée qui les impressionne. Ouais. Et quand ils regardent à l'immensité de l'idée, à l'immensité du projet, parce que le projet ce n'est rien d'autre que l'idée, ils abandonnent. Mais je suis en train de dire qu'au-delà de l'idée, il y a des choses à t'apporter, peut-être en ta possession, peut-être dans ton environnement, qui peuvent te permettre d'engager le processus, que tu peux utiliser comme le cultivateur utilise ses petites graines pour avoir la grande récolte. Il n'y a pas que l'idée. D'accord? Ouais. Bien sûr, il n'y a pas que l'idée. Tu peux avoir une personne que tu peux aller voir. Et tu lui poses le problème et il t'indique un livre. Et un livre t'indique une personne. Et ça peut aller de fil en aiguille. Ouais. Il y a quelque chose toujours qu'on peut faire. Il y a quelque chose toujours qu'on peut faire. J'aime trop cette image du feu Dr. Martin Luther King qui dit que la foi, ce n'est pas avoir l'image de tout l'escalier avec toutes les marches à traverser. Il dit que c'est même pas ça la foi. C'est ça qu'il disait. Il dit que c'est pas ça la foi. Il dit la foi, c'est connaître la première marche. Tu ne vois pas le reste de l'escalier. Tu ne connais même pas le nombre de marches qu'il y a. Mais tu connais seulement la première. Et tu t'engages à mettre le pas sur la première, croyant que quand tu vas mettre le pas sur la première marche que tu vois, la prochaine marche va se révéler à toi. Et il dit que tu ne connaîtras jamais la prochaine marche sans avoir mis le pied sur la première marche. Voilà en fait la philosophie des gens qui réalisent les choses impossibles. C'est qu'il ne néglige pas le petit pas qu'il y a devant lui. Le problème, c'est que quand tu as un projet, je prends un exemple, tu as un projet, tu veux faire une application, peut-être tu as évalué, peut-être c'est une application qui va coûter beaucoup de milliards. Tu n'es même pas à côté de la somme, tu n'es même pas du domaine. Tu dis, oh. Or, il y a une petite marche qui est devant toi. La petite marche, par exemple, c'est quoi? C'est acheter le livre qui parle de quelqu'un qui a réalisé la même chose et lire. Ça, c'est une petite marche. C'est une marche. Tu ne connais pas tout l'escalier, mais c'est la première marche. Mais si tu mets le pied sur cette première marche, tu sauras quoi faire. Et en achetant peut-être ce livre et en lisant son histoire, tu vas comprendre et tu vas recevoir 2 ou 3 informations dans ce livre qui vont t'indiquer la prochaine chose que tu peux faire. En fait, on parle aujourd'hui, bon, tu sais, je suis en même temps chercheur, on parle aujourd'hui de la logique entrepreneuriale causale et la logique entrepreneuriale effectuelle. Beaucoup de gens qui ont réalisé de grandes choses fonctionnent selon le principe effectuel. Ça veut dire quoi? Ils vont à tâtonnement en fait. Ils connaissent la prochaine chose à faire et lorsqu'ils font la prochaine chose, en fonction des résultats qu'ils ont, ça leur donne la direction suivante. Nous, quand on a une idée comme ça, on peut s'asseoir et on voit toute la marche, avec tout l'escalier, avec chaque marche jusqu'à l'arrivée, que je vais faire ça, après je vais faire ça, je vais avoir ça, j'aurai ça. Et comme on connaît donc tout le processus, on dit que maintenant on peut s'engager en toute assurance. Tous ceux qui ont réalisé de grandes choses, je passe mon temps à lire les biographies, tous ceux qui ont réalisé les grandes choses étaient constamment en état de risque. Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire quelque chose dont ils n'ont même pas la sûreté et l'assurance que le lendemain ça va tenir. Ils étaient seulement sûrs que c'est ça que je dois faire aujourd'hui. Et ils étaient assez humbles et observateurs pour savoir que pendant que je fais ça, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi. Voilà un peu comment ça se passe. Je reprends encore l'exemple de l'application. Tu as une application, tu veux faire une application dans un domaine particulier, mais ça coûte tellement cher. Tu ne sais même pas où commencer. Mais peut-être tu connais tu as un ami peut-être, une amie qui peut t'aider. Tu appelles peut-être ta copine, tu dis vraiment je veux parler avec toi. Et tu causes au restaurant, tu l'invites, tu dis que vraiment j'ai même cette idée, je ne sais même pas comment commencer. Pendant que tu lui dis, ça c'est la prochaine marche qui est devant toi. La prochaine marche, tellement logique qui est devant toi. Pendant que tu lui parles, qu'est-ce qui se passe? Elle va te dire, oh, je n'y connais pas, mais j'ai un ami qui est programmeur. Tu vois? C'est parce que tu as pris le courage et tu as posé le pas sur la première marche qui était ta copine. Cette personne qui te donne souvent de bons conseils. Et tu es allé vers elle, tu lui as parlé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je connais un programmeur. Maintenant, pendant que tu causes avec elle, c'est là où tu découvres la prochaine marche. C'est quand tu sors de ces causeries que tu dis, ah, la prochaine chose à faire, c'est qu'il faut qu'elle me mette en contact avec ce programmeur. Ça, c'est la prochaine marche. Tu ne vas que de marche en marche. En fait, c'est quoi? Tu suis
Ce que la vie et Dieu te mettent sur ton chemin, c'est comme ça que tu avances. Tu ne gères pas ce que tu ne peux pas contrôler. Maintenant, peut-être quand tu vas aller t'asseoir avec le programmeur, tu vas causer avec lui, il va dire, ok, vraiment c'est une bonne idée, il faut qu'on commence une séance de travail pour peaufiner l'idée. Pour peaufiner l'idée, il va te dire, ok, c'est bon, c'est une bonne idée. Peut-être il va te dire, changeons ceci. Et peut-être vous allez faire une séance de travail et maintenant ton idée sera plus correcte. Et tu vas lui dire que, qu'est-ce qu'on doit alors faire? Et il va t'amener à la prochaine étape. Il va dire que, ok, je connais 2 ou 3 programmeurs, on peut se mettre ensemble sur ce projet. Et maintenant, il va te... Peut-être, toi, tu n'as pas l'argent. Peut-être, l'idée qu'il va te proposer, s'il est peut-être intéressé par le projet, c'est que, ok, comme toi, tu n'as pas l'argent pour ce projet, mettons-nous ensemble dans ce projet, faisons les papiers, tu as 50%, j'ai 50%, moi, je résume les programmes. Tu vois que c'est parce que tu vas de marche en marche que les opportunités s'ouvrent. Non, ceux qui y allaient les grandes choses là ne connaissent rien. Ils ont l'idée au départ, mais il y a une chose que moi, en fait, j'ai remarqué, c'est que il y a toujours une prochaine marche évidente devant toi. Mais elle est tellement insignifiante que tu ne considères pas ça. Oui. Je vais te donner l'exemple. Appeler ta copine ou appeler ton ami qui est dans l'informatique. Mais tu ne vois pas ça. Tu vois seulement que c'est un projet de milliards. Maintenant, c'est sur le milliard que tu es choqué par le milliard. Ça veut dire que je vais faire comment? Oh, on n'arrive pas au milliard là comme ça. C'est vrai. L'étape la plus facile pour toi là maintenant, c'est d'appeler ton ami qui est dans l'informatique ou appeler ta copine pour lui demander, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? J'ai tel projet, ma copine. Voici ce que j'aimerais faire. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui est dans le domaine de l'informatique qui pourrait m'aider? Elle peut-être va encore te dire, je ne connais pas, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc tu vois, tu vas de marche en marche. Dès que tu poses le pied sur la première marche qui est appelée ta copine te dit, moi je n'ai pas, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Elle te donne une prochaine marche. Donc si tu n'appelais pas ta copine, tu n'aurais pas l'information de ta copine qui allait t'envoyer chez l'autre personne. Maintenant, quand tu vas chez l'autre personne, il dit en fait, ta copine a raison, j'ai mon frère, il a telle société et chez eux, ils développent les sites web où je connais mon cousin qui est programmeur informatique. De cette marche, tu as sur l'autre marche. C'est comme ça que tu avances. Voilà comment ça se passe. Tu ne penses pas à ce que tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas, tu n'as pas les milliards. Mais il y a les choses que tu vas faire. Il y a les choses. Et chemin faisant, même si tu as besoin des gens qui peuvent croire en ce rêve, qui peuvent mettre son argent, c'est en avançant comme ça que ça se crée. Mais si tu restes sur place, tu dis, qui chez nous, il y a qui peut des grands de rêve. Si dans des gens comme nous, on ne réalise pas, tu ne réaliseras rien. C'est pour ça que moi, quand je travaille souvent avec des gens qui viennent me voir, je dis que non. Quelle est la prochaine marche et la prochaine étape ou la prochaine chose évidente? Et je veux te assurer, la prochaine chose est toujours évidente et simple. Je ne te dis pas, par exemple, de parler de ce projet que tu as ici. Mais tu vas voir que si tu te poses la question de savoir, ok, par rapport à ce projet, quelle est la chose simple, évidente, que je devrais faire maintenant? Je crois que c'est, comme tu dis, la chose simple. Nous, on voit souvent la finalité. Je crois que la chose simple, c'est de commencer. Mais nous, on voit toujours la finalité. C'est ça que nous dérange constamment. On est focalisé sur la partie. En fait, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'utilise l'image et j'aime toujours l'image du cultivateur? Parce que le cultivateur, moi, ce qui me marque quand j'analyse le processus de cultivateur, c'est que le cultivateur ne se gêne pas sur ce qu'il ne contrôle pas. Non, il ne passe pas le temps à ne pas dormir bien. Parce que ce n'est pas le cultivateur qui envoie la pluie. Ce n'est pas lui qui donne le soleil. Il ne marche pas en commençant. Tu ne le vois pas maigre en route. Et tu dis, mais pourquoi? Il dit que j'ai envie de faire un champ de 5 hectares. Mais je me demande comment je vais faire pour envoyer la pluie. Il sait que ça, ce n'est pas lui. Il sait que ça ne vaut pas la peine de faire les nuits blanches sur quelque chose dont il n'a pas le contrôle. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il connaît et il sait qu'il y a un principe qui veut que lorsque tu fais bien ce qui est sous ton contrôle, tu accrois ta probabilité que ce qui n'est pas sous ton contrôle t'aide à réaliser ton objectif. C'est pour ça que la troisième chose, la première chose, il connaît la récolte qu'il veut. La deuxième chose, il identifie les choses insignifiantes, la prochaine étape, les choses insignifiantes qu'il a en sa position sous forme de semence. Et la troisième chose, là où c'est capital, il choisit le bon environnement. Ça, c'est sa responsabilité. Le cultivateur, lui, se focalise sur ce que lui, il peut gérer. Sur ce que lui, il peut maîtriser. Il n'est peut-être pas Dieu qui envoie la pluie. Il n'est peut-être pas Dieu qui envoie le soleil. Mais il peut faire les études pour dire que
Au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique, quelle est la zone la plus fertile? C'est là-bas qu'il peut choisir son champ. Ça, il peut le faire. Tu vois un peu? Et il ne se concentre pas sur les choses dont il n'a pas la connaissance. Ce n'est pas lui qui envoie la pluie, il ne sait pas comment on fait pour envoyer la pluie. Mais il peut choisir une zone où la pluviométrie est bonne, une zone où il y a le soleil en son temps, et une zone où la terre est fertile. Ça, il peut faire. Ça, Dieu n'a pas besoin de venir faire. Maintenant, il y a des gens dont ont des gros projets. Ils finissent même peut-être des fois par identifier les petites choses qu'ils peuvent commencer à faire. Mais ils ne font pas ce que j'appelle faire leur devoir. Ils ne définissent pas et ils ne respectent pas les conditions. Parce qu'il y a les conditions. Moi, le semeur, moi, l'agriculteur, je peux avoir la semence. Mais si je choisis d'aller au désert, et le désert, ce n'est pas Dieu qui choisit pour moi, non? Maintenant, tu dois comprendre les conditions. C'est pour ça que moi, par exemple, j'encourage beaucoup de gens, quand tu veux commencer à réaliser de grandes choses, lis de ceux qui ont réalisé. Va vers ceux qui ont réalisé. Fais-toi coacher par ceux qui ont réalisé. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'aider au départ à remplir, parce qu'il y a les conditions. La dernière fois qu'on faisait notre causerie, j'ai rappelé l'histoire lorsque je faisais la ligne, n'est-ce pas? Si j'étais parti vers ceux qui avaient déjà réalisé ça, et je leur demandais que voici ce que j'aimerais faire, quelles sont les conditions pour que je puisse m'en sortir, ils allaient me dire dès le départ que oui, c'est bien d'aller à Dubaï, mais sache qu'il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci, et il faut cela. Moi, je connais des gens qui se sont lancés, par exemple, dans l'agriculture parce qu'ils disent que, on dit que l'agriculture marche. On dit que l'agriculture marche. Je m'en vais aussi acheter mes hectares. Je m'en vais aussi acheter mes hectares et j'aurai beaucoup d'argent. Je veux prendre 20 hectares de plantains, je mets les régimes, mon frère. Mon frère, ça va marcher. Et je dis, ah bon? Il dit que, mais tu ne vois pas souvent les régimes au marché. Tu vois comment les gens achètent? Les gens achètent les régimes à 3 4 000. Imagine que j'ai même 1000 francs par régime. Voilà comment nous on réfléchit. Et tu sais ce qui se passe? Ils investissent sur les gens. Ils font ces 10, 15, 20 hectares de régime de plantains. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il ne sait pas qu'avant, il faut avoir un réseau de distribution. Non seulement il ne sait pas comment gérer ses employés pour qu'ils ne volent pas. Parce que plus ils volent, plus augmente tes coûts. Et ta marge à la fin va diminuer. Deuxièmement, il n'a pas un circuit de distribution. Quand on l'appelle, on dit que les régimes sont déjà à terme, ils commencent à appeler, tu ne connais pas quelqu'un qui peut acheter, et finalement ils vont au marché. Et quand les gens du marché sentent que celui-ci n'a pas de client, et qu'il est sous pression, ils commencent à te dire n'importe quel prix. Au début, la personne joue au dur, il dit que non, je ne vous vends pas. Après, les plantains commencent à pourrir au champ. Quand les plantains commencent à pourrir au champ, lui qui avait dit qu'il va vendre à 4 000, il commence à dire que même si quelqu'un a 1 500, il vient me donner. Il commence à évoluer à perte. Il a eu le désir, il avait les éléments, les moyens et les ressources pour y arriver, mais il n'a pas pris le temps de connaître quelles sont les conditions à respecter. Il y a tout un ensemble de conditions. Je peux être cultivateur, je connais la récolte que je veux, j'identifie le nombre de semences qu'il me faut pour avoir cette récolte, mais si je m'en vais s'aimer au désert, je vais échouer. Mais il faut quelqu'un qui a déjà fait l'agriculture et qui peut dire attention, c'est bien d'avoir la semence. C'est bien de savoir quel type de récolte tu veux. Mais ne pars pas au désert. Va prendre le champ dans telle zone. Parce que là-bas, la pluie est bonne. Là-bas, il pleut à tant. Et il va même te dire, ne sème pas à cette période, attends telle période. Parce qu'il connaît les conditions. Donc, moi, je crois que voilà les éléments déjà. Dans les prochaines causeries, on aura le temps d'aller encore plus en profondeur. Mais je crois que voilà les éléments que nous devons avoir à l'esprit. 1, nous devons oser rêver. Le rêve est gratuit. Oui. Au moins ça, ose rêver. 2, nous devons croire en nos rêves. Nous devons savoir que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. 3e chose, nous devons définir ce que nous voulons clairement. Comme le cultivateur, il sait quel type de récolte et quelle quantité de récolte il veut. 4èmement, nous devons identifier quelles sont les choses insignifiantes que nous avons à notre disposition, que nous pouvons commencer. Parce qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire.
Que personne ne te dise jamais que non, il ne peut. Il y a toujours quelque chose. Même si c'est lire un livre par rapport à ça. Même si c'est aller à un séminaire qui parle de ça. Même si c'est acheter un cours en ligne qui parle de ça. Même si c'est faire une formation par rapport à ça. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Tu ne peux pas rester comme ça et tu dis que comme personne ne me finance, je ne fais. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Et maintenant, lorsque tu connais la prochaine marche et que tu t'engages à aller de marche et de la prochaine étape évidente qui est devant toi à l'autre, tu te rassures aussi que tu vas vers ceux qui ont réussi. Maintenant, quelqu'un va te dire, mais comment est-ce qu'on fait pour aller vers ceux qui ont réussi? Moi, je ne connais pas les gens qui ont réussi. Un pauvre gars comme moi, mais moi, je suis né dans une famille pauvre. Dangote, est-ce qu'il peut me voir? Hein? Je connais qu'un riche. Si je m'avais vu un riche, est-ce qu'il va m'accepter? Oui, mais beaucoup d'entre eux ont des livres. Beaucoup d'entre eux ont écrit des livres. Beaucoup d'entre eux ont des biographies. Moi, je lis la biographie de Phil Knight qui a fait Nike. Tu peux lire la biographie de Jeff Bezos. Tu peux lire la biographie de Steve Jobs. Tu peux lire la biographie d'Isaac Newton. Tu peux lire la biographie de Benjamin Franklin. Tu peux lire la biographie de beaucoup de Nelson Mandela. Tu peux lire beaucoup de choses. Des gens qui ont réalisé, Mère Teresa, qui ont réalisé les Desmond Tutu, qui ont réalisé des choses extraordinaires en lisant. Parce que quand quelqu'un écrit ses mémoires, quand quelqu'un écrit, il met sur papier 50, 60, 70, des fois 80 ans d'expérience. Et il te donne ça en 200 pages. Mais le problème, c'est que surtout beaucoup d'Africains, nous, on ne lit pas. Un jour, quelqu'un a dit aux États-Unis que si tu veux cacher quelque chose au noir, mets-le dans le livre. Ils ne vont jamais le trouver. Ils passeront des siècles, ils n'entreront jamais dans le livre. Que si tu veux cacher, ça dit que si tu veux cacher quelque chose au noir, ils ne nous trompent pas. C'est nous qui sommes aveugles et c'est nous qui ne voulons pas lire. Il dit que si tu veux cacher quelque chose au noir, mets-le dans les livres. Ils ne vont pas lire. Ils ne lisent jamais. Or, si moi, quand j'achète le livre de Nelson Mandela, The Walk of Freedom, quand je lis, c'est tout les principes, les lois et l'expérience et les échecs et les succès de Nelson Mandela dont je vais bénéficier. Je ne sais pas combien d'années il a vécu, plus de près de 90 ans. C'est ça que je bénéficie en quelques heures de lecture. Quand je lis la biographie de Benjamin Franklin, quand je lis la biographie, l'histoire de Phil Knight qui a fait Nike, quand je lis l'histoire de Michael Jordan, quand je lis l'histoire de Mère Teresa, quand je lis l'histoire de toutes ces grandes personnes, Henry Ford, tu as en quelques pages 80 années de travail. Et dans cette histoire, dans ces pages-là, comme il relate son parcours, ses échecs, ses succès, ses challenges, les défis par lesquels il est passé et comment il a fait pour contourner, quand tu lis 2, 3, 4, tu commences à voir dans ton esprit les écueils qu'il faut que tu évites et les choses que tu peux faire pour ne pas tomber dans le même piège. Donc moi je dis, il y a ça. Il faut oser rêver. Il faut croire que les rêves, oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut savoir définir comme un cultivateur avec précision ce que tu veux faire et n'aie pas peur de ça. Il faut savoir qu'en ce moment, dans ton environnement, à ta portée, dans ta position, il y a des choses simples que tu peux commencer à faire pour avancer. Et tu dois te focaliser d'aller de prochaine marche en prochaine marche, que tu n'auras jamais la vision de tout l'escalier avec toutes les étapes que tu dois franchir et tu n'auras jamais toutes les ressources que tu as besoin. Tu auras toujours la prochaine étape. La seule chose que tu auras toujours pour clair, c'est la prochaine étape. Maintenant là, il y a les gens qui sont en train de nous suivre maintenant là. Tu as un rêve depuis, tu as ce projet depuis, c'est impressionnant, c'est gigantesque. Mais il y a des choses que tu peux commencer à faire. Peut-être depuis tu as envie de parler de ça à quelqu'un pour qu'il te donne un conseil. C'est ça peut-être la prochaine étape. Peut-être tu as envie de lire ce livre-là. C'est ça peut-être la prochaine étape. Peut-être tu as envie d'assister à un séminaire de formation. Tu veux aller te former. C'est peut-être ça la prochaine étape. Peut-être tu veux commencer. Je sais pas. Mais il y a quelque chose qui est déjà dans ton esprit. Mais pour toi, c'est trop petit. Mais ceux qui réalisent de grandes choses ne voient jamais tous les marches d'escalier. Tu ne verras jamais tous les marches d'escalier. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec le fait que tu ne verras pas toutes les marches d'escalier et que la seule chose que tu auras, c'est la prochaine étape, tu ne vas jamais réaliser. Il faut que tu arrives à être confortable avec le fait que je ne vois pas tout, mais je connais la prochaine chose à faire. Et tu dois croire que quand tu vas aller pour faire la prochaine chose, la chose suivante te sera révélée pendant que tu fais la chose qui est devant toi. Mais si tu n'es pas prêt à faire ça,
Tu veux tout connaître. Non, 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 oublie ça. Les rêves, ce n'est pas pour toi. Les gens qui réalisent de grandes choses, c'est les gens qui marchent par la foi. Ça veut dire qu'ils n'utilisent, ce n'est pas avec les yeux physiques. La foi, c'est quoi? C'est que je connais la prochaine étape. C'est la seule chose que je connais. Quand les gens viennent me demander qu'après ça, on va aller où? Tu dis, je ne sais pas. Et c'est normal pour toi. Et les leaders qui ont impacté le monde, ils ne connaissent pas tout. Ils connaissent la prochaine étape. Ils savent que la prochaine étape, c'est que je dois aller voir tel et lui parler de mon projet. C'est tout. Il y a des gens qui ont des projets comme ça, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils disent que je vais aller parler à ce grand. Et tu vas, c'est la prochaine chose que tu connais, non? Tu toques, tu parles à ce grand. Le grand dit que vraiment, je ne peux pas. Mais je connais quelqu'un qui peut être intéressé. Tu vois, en faisant ça, il t'ouvre une autre porte. Et tu suis. Tu suis. Toutes les fois que tu fais la prochaine chose, il y aura une réaction. Il y aura des informations au retour que tu auras. Que ce soit parce que tu as échoué ou tu as réussi. Et tu sauras comment te réajuster pour faire la prochaine chose. C'est comme ça qu'on avance. Et la dernière chose qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il faut lire. Il faut se faire coacher. Et il faut aller dans les séminaires de ceux qui ont déjà réussi dans le domaine-là. Ils vont t'aider à trouver quelles sont les conditions nécessaires pour que tu ne sois pas le genre de cultivateur qui, tu connais la récolte que tu veux, tu as la semence qu'il faut. Mais au lieu d'aller cultiver, semer ça, sur une terre fertile, tu vas cultiver ça au Sahara dans le désert. Non, les gens qui ont réussi peuvent t'aider. Ils peuvent t'aider. Et lorsque ces choses, tu les as et que tu suis ça de manière constante, à un moment, tu vas voir les opportunités s'ouvrir devant toi. Tu vas voir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des gens, au début, personne, il était seul. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis les milliards sur son projet. Parce qu'il est parti voir une personne, qu'il a envoyé chez une personne. Il lui a dit non, non, je ne peux pas faire ça. Mais je connais une personne. Et un jour, il lisait un livre. Et il a vu comment celui qui a réussi avait fait. Et il est parti. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, il rencontre les bonnes personnes qui lui donnent les bonnes informations. Et finalement, il se retrouve à un niveau où il commence à réaliser ce qui pour lui paraissait impossible. Pourquoi? Parce qu'il est allé d'étape évidente en étape évidente. De marche évidente en marche évidente. Donc, voilà ce que moi j'ai à l'esprit. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire encore. Non, c'est tout. Tu as vraiment tout dit. Vraiment, tu as vraiment tout dit. Ce que tu as dit là, vraiment, tout ce que je pensais. Et tu m'as beaucoup ouvert les yeux. Je trouve que, bon, il n'y a plus rien à dire. Le fait, c'est de commencer, d'avancer. Lorsqu'on avance, si on récapitule tout, lorsqu'on avance, lorsqu'on avance, bon, les portes s'ouvrent. Au fur et à mesure qu'on avance, on avance, les portes s'ouvrent. Et c'est ce que je vais faire moi-même. Donc, c'est ça.